Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque aujourd'hui où je vais vous parler du premier tome d'une nouvelle série d'un auteur que j'aime beaucoup. Il s'agit de L'âme vive, donc livre 1, Obédience de Ariel Holz. Donc Ariel Holz que j'avais découvert avec les Sœurs Carmine, que j'avais adoré pour son écriture, pour son humour, pour l'univers qu'il avait créé. Donc vraiment j'avais extrêmement aimé Ariel Holz pour ça. Il était revenu avec un roman jeunesse Fingus Malister, et là il revient avec quelque chose d'un peu plus adulte, donc L'âme vive. Et donc je vais tout de suite en parler dans cette vidéo, donc de son résumé et de ce que j'ai pensé de ce premier tome. Alors, l'univers de L'âme vive. Quoi par L'âme vive? L'âme vive est un univers extrêmement riche, extrêmement fouillé, extrêmement construit en background, mais qui finalement n'est pas forcément expliqué dans le roman clairement. C'est ce qui m'a posé un petit peu un problème en début de lecture. En fait, on est dans l'univers d'obédience, donc près d'un désert sur une montagne. C'est un peu compliqué en fait à se représenter. J'ai du mal un peu à me représenter. Donc on a cette république d'obédience avec les Mundins, je dis pas de bêtises, les Mundins, c'est ça, qui ont rendu en esclaves les Hatti, qui, en fait, les Hatti, avant, avaient des gens parmi eux qui étaient des empathes. Ils avaient le pouvoir, en fait, de s'immiscer dans l'esprit des autres et de prendre leur contrôle et de leur obliger ce qu'ils voulaient. Donc, on comprend qu'en fait, avant, les Hatti étaient les maîtres et les Mouindiens étaient les esclaves. Et il est tombé une sorte de météorite du ciel qui a permis, en fait, aux Mouindiens d'acquérir un nouveau pouvoir, en fait, un nouveau matériau qui a permis de créer les lames vives, qui ont permis en fait de retourner la situation et de pouvoir vaincre les empâtes et donc les Hatti et les rendre en esclavage. Et donc c'est les Moudins qui sont redevenus les maîtres et qui résident maintenant à Obédience. Donc on a ce retournement où en fait les maîtres deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les maîtres. Alors ça, c'est toute la partie background qui n'est pas forcément expliquée clairement dans le roman. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que c'est parce que j'avais vu une interview avant d'Ariel Holz qui expliquait son univers, qui m'a permis de mieux appréhender le roman. Parce que si on commence le roman sans avoir vu ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre au début. Et en fait, on va suivre plusieurs destins, plusieurs personnages dans cet univers fantasy oriental, un petit peu moderne. C'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi. On est dans un côté, voilà, on est quand même très en avant le désert, très en avant des créatures originales. Il a beaucoup d'imagination, Ariel Holz, parce qu'on voit beaucoup de créatures vraiment très très intéressantes. On est vraiment sur un univers très riche. Voilà, des personnages avec beaucoup de pouvoirs différents, parce que finalement, on a les empathes d'un côté, qui peuvent finalement créer des liens avec les personnages, leur obliger des choses. On a les manites, qui sont les nouveaux détenteurs de pouvoir chez les Moudins, en fait, qui peuvent contrôler les matériaux, qui peuvent contrôler les métaux. Ils ont aussi, on les appelle des manites parce qu'en fait, ils ont des tas de petits capteurs autour d'eux qui peut leur faire un bouclier, qui peut les rendre invisibles parce qu'ils contrôlent du coup de ces petites micro-puces autour d'eux. Donc on a, voilà, je parle de micro-puces, donc on a quelque chose aussi de très technologique aussi. Donc on a ce côté un petit peu steampunk quelque part, rétro, ancien, mais avec de la technologie. Donc on a cet univers vraiment très très riche, très très intéressant, parce que vraiment ça va très loin, on va de la technologie à des créatures fantastiques, à, à tout ce jeu un petit peu aussi politique derrière. Donc tout ça était vraiment très intéressant sur le questionnement aussi des personnages, sur leur place, pourquoi ils sont esclaves, le fait que les pauvres n'ont même pas d'eau pour boire et que chez les riches on va projeter de la neige tellement on a d'eau, quoi, on peut faire de la neige artificielle pour l'hiver. Donc ça crée un décalage qui nous parle forcément à nous aujourd'hui aussi. Donc c'est vrai que l'univers là-dessus est vraiment très très intéressant. Et donc en fait on suit plusieurs personnages. Donc on suit déjà Mina, qui elle vit sur une espèce d'île flottante en fait, qui tourne autour du royaume d'obédience pour échapper au radar, qui sont des anciens Hatti qui essaient de survivre. Et avec son ami Nazim, ils vont tomber sur un corps dans l'eau quand ils essaient de récupérer des objets dans la décharge des Moudins. Et ils vont découvrir donc un corps, ils vont découvrir Griff, qui est une lame vive. Donc les lames vives en fait sont injectées d'un vif d'argent. Euh, donc voilà, ils sont un petit peu comme s'ils étaient un petit peu robotisés, donc un peu à la manière de Wolverine, ils peuvent sortir en fait des lames de n'importe partie de leur corps.
ils sont un petit peu transformés en... Et ils ont un esprit très... comment dire, très animal, très simple en fait. Ils pensent beaucoup à la guerre, ils sont vraiment endoctrinés dans une sorte de contrôler par l'État et de leur rôle de faire régner l'ordre. Et ils vont tomber sur ce corps, mais Griff du coup a perdu sa capacité en fait de faire sortir les matériaux d'où il veut. En fait, il n'a plus le vide d'argent en lui. Et Mina, qui est une empathe, va donc créer un contact, un lien avec Griff et va donc en apprendre un peu plus sur son passé. On découvre à travers Griff, donc on suit aussi ce personnage, qui est une lame vive, on comprend un peu le fonctionnement des lames vives, qui ferait partie d'un tout, que quand ils sont finis, en fait, leur esprit est remis ailleurs. Enfin, voilà, c'est assez complexe autour des lames vives. On suit le personnage d'Elinor, qui elle est une Mouna, qui est une manite, et qui va faire partie, elle qui se pose des questions sur la place de chacun, sur le rôle de chacun, si est-ce que le gouvernement tel qu'il est a raison de se comporter ainsi. Et malgré tout, elle est choisie pour être ambassadrice, pour être une séraphine, comme ils appellent, pour lors d'un grand spectacle annuel où en fait ils célèbrent la tombée de la météorite qui les a rendus les nouveaux maîtres. Et donc à travers elle, on voit la vie à Obédience, comment ça se passe, euh, l'histoire un petit peu au niveau du Rubicon, qui cache en fait le Sénat, qui cache des gens qui seraient hospitalisés, qui rentrent là-dedans et qui n'en ressortiraient jamais. Donc on sent qu'il y a un mystère autour de Rubicon. Sa malade à Elinor est malade, sa mère est malade et elle veut pas justement l'envoyer à Rubicon pour qu'elle se fasse soigner parce qu'elle sait que son père est aussi allé là-dedans et il n'en est jamais ressorti. Donc voilà, à travers elle, on sent qu'il se passe quelque chose de pas net dans cette république d'obédience. Et en plus, on lui révèle qu'il y aurait un traître parmi eux, parmi les manites. Et donc, on lui charge d'enquêter pour essayer de déceler qui est la traître. Et avec elle, on va suivre une autre lame vive, Sabre, qui elle est donc, du royaume d'obédience. Et voilà, elle aussi, qui était très proche de Griff. Et donc, on suit aussi également ce personnage. Donc voilà, grosso modo, voilà, on suit 5-6 destins en fait dans ce roman, qui forcément vont tous converger vers un même point, qui vont forcément tous nous apporter des choses pour comprendre l'univers. On sent que ça devient un univers très riche, et je vais pas voilà, dévoiler beaucoup, mais il y a des grands secrets, des grands trucs par derrière. On a un côté avec Mina, Nazim et Griff de beaucoup d'aventures. Voilà, ils quittent d'où ils sont, ils partent vers Obédience, donc ils font toute une traversée dans le désert. Donc on a vraiment quelque chose de très aventureux avec eux. Avec Elinor, on a un côté plus enquête, découvrir l'univers, découvrir qui pourrait être le traître, pourquoi il y aurait un traître, un petit peu des questionnements un petit peu sur le royaume et son fonctionnement. Donc on a un petit peu deux concepts qui est très intéressant de concilier dans le même roman. Le roman est très intéressant parce que très riche au niveau de son univers, au niveau de ses personnages, au niveau de son background. Mais c'est vrai qu'il y a eu certaines petites choses qui m'ont un petit peu déconnecté au niveau de l'histoire parce que j'ai pas forcément tout compris et j'aime pas quand je comprends pas tout dans un roman. Ça me fait sortir et j'ai l'impression en fait d'être débile quand je lis ce roman parce qu'il y a des choses vraiment très compliquées et surtout au niveau toujours au niveau du background et en fait de ces histoires de matériaux, peut-être de cette météorite qui est tombée. Voilà, on a ces hommes qui vivent dans le Rubicon qui nous parlent de choses en fait. On comprend qu'on veut créer un mystère en fait et j'imagine qu'on aura les réponses dans les prochains tomes. Je l'espère, parce que du coup, soit ça voudrait dire que j'ai vraiment passé à quelque chose à côté de ce roman et des choses que j'ai pas compris, ou en fait c'est parce que dans la suite on aura les réponses à ces questions, parce qu'il y a des choses vraiment très un peu compliquées. J'ai pas forcément compris la dualité qu'il peut y avoir et qui représente qui. Même au fond, l'existence même de ce qu'est les lames vives, je ne l'ai pas forcément compris. Mais en même temps, c'est peut-être le centre de l'histoire. Donc on le saura, j'imagine, dans les prochains tomes. Néanmoins, ça reste un univers très riche. J'ai pas forcément retrouvé la plume comme je pouvais l'aimer dans les Sœurs Carmine d'Ariel Holst. Par contre, avec les personnages des Lames Vives, quand c'est eux qui sont narrateurs dans les chapitres, parce qu'en fait chaque chapitre c'est un des personnages qui est narrateur, et quand c'est une Lame Vive, on retrouve son humour. Ça c'était vraiment très intéressant. On retrouve l'humour d'Ariel Holst. C'est vraiment très drôle. Ils sont à un côté très cynique, les Lames Vives, que j'ai vraiment trouvé très intéressant. On retrouve aussi la violence que peut avoir dans ses romans Ariel Holst, une violence un petit peu brute mais tellement décalée que ça passe. Donc tout ça, c'est vrai que ça retrouvait le côté Ariel Holst.
le côté qui sait créer des univers. Les Sœurs Carmine avaient un univers très riche, et là également on retrouve un univers très riche, très complexe, très fouillé, très bien construit, avec des créatures, avec des jeux politiques, avec plusieurs, comme je disais, plusieurs types de pouvoirs. Donc vraiment là-dessus, tout est vraiment très bien réussi et vraiment très prenant. On va au bout du roman avec plaisir, malgré quelques petites lacunes qui, voilà, j'ai l'impression que Ariel Holst avait beaucoup d'idées, qu'il a tout mis dans ce roman. C'est un roman très audacieux, mais qui pêche par quelques lacunes néanmoins. Donc si vous aussi vous avez lu L'âme vive et peut-être que si vous avez mieux compris, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire peut-être pour m'expliquer les petites choses qui m'ont un peu échappé. Et puis sinon n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines lectures. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.